La Chartreuse de Parme par Stendhal. Partie 7 du livre audio. Chapitre 12. Le juif, maître du logement, avait procuré un chirurgien discret, lequel, comprenant à son tour qu'il y avait de l'argent dans la bourse, dit à Ludovic que sa conscience l'obligeait à faire son rapport à la police sur les blessures du jeune homme que lui, Ludovic, appelait son frère. « La loi est claire, ajouta-t-il. Il est trop évident que votre frère ne s'est point blessé lui-même, comme il le raconte, en tombant d'une échelle au moment où il tenait à la main un couteau tout ouvert. » Ludovic répondit froidement à cet honnête chirurgien que, s'il s'avisait de céder aux inspirations de sa conscience, il aurait l'honneur, avant de quitter Ferrare, de tomber sur lui précisément avec un couteau ouvert à la main. Quand il rendit compte de cet incident à Fabrice, celui-ci le blâma fort, mais il n'y avait plus un instant à perdre pour décamper. Ludovic dit au juif qu'il voulait essayer de faire prendre l'air à son frère. Il alla chercher une voiture, et nos amis sortirent de la maison pour n'y plus rentrer. Le lecteur trouve bien long, sans doute, les récits de toutes ces démarches que rend nécessaire l'absence d'un passeport. Ce genre de préoccupation n'existe plus en France. Mais en Italie, et surtout aux environs du Pô, tout le monde parle passeport. Une fois sorti de Ferrare, sans encombre, comme pour faire une promenade, Ludovic renvoya le fiacre, puis il rentra en ville par une autre porte et revint prendre Fabrice avec une sédiola qu'il avait louée pour faire 12 lieues. Arrivés près de Bologne, nos amis se firent conduire à travers champs sur la route qui, de Florence, conduit à Bologne. Ils passèrent la nuit dans la plus misérable auberge qu'ils purent découvrir, et, le lendemain, Fabrice se sentant la force de marcher un peu, ils entrèrent à Bologne comme des promeneurs. On avait brûlé le passeport de Giletti. La mort du comédien devait être connue, et il y avait moins de péril à être arrêté comme Jean sans passeport que comme porteur de passeport d'un homme tué. Ludovic connaissait à Bologne 2 ou 3 domestiques de grande maison. Il fut convenu qu'il irait prendre langue auprès d'eux. Il leur dit que, venant de Florence et voyageant avec son jeune frère, celui-ci, se sentant le besoin de dormir, l'avait laissé partir seul 1 heure avant le lever du soleil. Il devait le rejoindre dans le village où lui, Ludovic, s'arrêterait pour passer les heures de la grande chaleur. Mais Ludovic, ne voyant point arriver son frère, s'était déterminé à retourner sur ses pas. Il l'avait retrouvé blessé d'un coup de pierre et de plusieurs coups de couteau, et, de plus, volé par des gens qui lui avaient cherché dispute. Ce frère était joli garçon, savait penser et conduire les chevaux, lire et écrire, et il voudrait bien trouver une place dans quelque bonne maison. Ludovic se réserva d'ajouter, quand l'occasion s'en présenterait, que, Fabrice tombé, les voleurs s'étaient enfuis emportant le petit sac dans lequel étaient leur linge et leur passeport. En arrivant à Bologne, Fabrice, se sentant très fatigué et n'osant, sans passeport, se présenter dans une auberge, était entré dans l'immense église de Saint-Pétrone. Il y trouva une fraîcheur délicieuse. Bientôt il se sentit tout ranimé. « Ingrat que je suis, se dit-il tout à coup, j'entre dans une église, et c'est pour m'y asseoir comme dans un café. » Il se jeta à genoux et remercia Dieu avec effusion de la protection évidente dont il était entouré depuis qu'il avait eu le malheur de tuer Giletti. Le danger qui le faisait encore frémir, c'était d'être reconnu dans le bureau de police de Casalmaggiore. Comment, se disait-il, ce commis, dont les yeux marquaient tant de soupçons et qui a relu mon passeport jusqu'à 3 fois, ne s'est-il pas aperçu que je n'ai pas 5 pieds 10 pouces, que je n'ai pas 38 ans, que je ne suis pas fort marqué de la petite vérole? Que de grâce je vous dois, oh mon Dieu! Et j'ai pu tarder jusqu'à ce moment de mettre mon néant à vos pieds. Mon orgueil a voulu croire que c'était à une vaine prudence humaine que je devais le bonheur d'échapper au Spielberg, qui déjà s'ouvrait pour m'engloutir. Fabrice passa plus d'1 heure dans cet extrême attendrissement, en présence de l'immense bonté de Dieu.
Ludovic s'approcha sans qu'il l'entendît venir, et se plaça en face de lui. Fabrice, qui avait le front caché dans ses mains, releva la tête, et son fidèle serviteur vit les larmes qui sillonnaient ses joues. « Revenez dans 1 heure, lui dit Fabrice assez durement. Ludovic pardonna ce ton à cause de la piété. Fabrice récita plusieurs fois les 7 psaumes de la pénitence, qu'il savait par cœur. Il s'arrêtait longuement aux versets qui avaient du rapport avec sa situation présente. Fabrice demandait pardon à Dieu de beaucoup de choses. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il ne lui vint pas à l'esprit de compter parmi ses fautes le projet de devenir archevêque, uniquement parce que le comte Mosca était Premier ministre, et trouvait cette place et la grande existence qu'elle donne convenable pour le neveu de la duchesse. Il l'avait désiré sans passion, il est vrai, mais enfin, il y avait songé, exactement comme à une place de ministre ou de général. Il ne lui était point venu à la pensée que sa conscience pût être intéressée dans ce projet de la duchesse. Ceci est un trait remarquable de la religion qu'il devait aux enseignements des jésuites milanais. Cette religion ôte le courage de penser aux choses inaccoutumées et défend surtout l'examen personnel comme le plus énorme des péchés. C'est un pas vers le protestantisme. Pour savoir de quoi l'on est coupable, il faut interroger son curé ou lire la liste des péchés telle qu'elle se trouve imprimée dans les livres intitulés « Préparation au sacrement de la pénitence ». Fabrice savait par cœur la liste des péchés rédigée en langue latine, qu'il avait apprise à l'Académie ecclésiastique de Naples. Ainsi, en récitant cette liste, parvenu à l'article du meurtre, il s'était fort bien accusé devant Dieu d'avoir tué un homme, mais en défendant sa vie. Il avait passé rapidement, et sans y faire la moindre attention, sur les divers articles relatifs au péché de simonie, se procurer par de l'argent les dignités ecclésiastiques. Si on lui eût proposé de donner 100 louis pour devenir premier grand vicaire de l'archevêque de Parme, il eût repoussé cette idée avec horreur. Mais quoiqu'il ne manquât ni d'esprit ni surtout de logique, il ne lui vint pas une seule fois à l'esprit que le crédit du comte Mosca, employé en sa faveur, fût une simonie. Tel est le triomphe de l'éducation jésuitique. Donner l'habitude de ne pas faire attention à des choses plus claires que le jour. Un Français, élevé au milieu des traits d'intérêt personnel et de l'ironie de Paris, eût pu, sans être de mauvaise foi, accuser Fabrice d'hypocrisie au moment même où notre héros ouvrait son âme à Dieu, avec la plus extrême sincérité et l'attendrissement le plus profond. Fabrice ne sortit de l'église qu'après avoir préparé la confession qu'il se proposait de faire dès le lendemain. Il trouva Ludovic assis sur les marches du vaste péristyle en pierre qui s'élève sur la grande place en avant de la façade de Saint-Pétrone. Comme après un grand orage l'air est plus pur, ainsi l'âme de Fabrice était tranquille, heureuse et comme rafraîchie. « Je me trouve fort bien, je ne sens presque plus mes blessures, dit-il à Ludovic en l'abordant. Mais avant tout, je dois vous demander pardon. Je vous ai répondu avec humeur lorsque vous êtes venu me parler dans l'église. Je faisais mon examen de conscience. Eh bien, où en sont nos affaires ? Elles vont au mieux. J'ai arrêté un logement, à la vérité bien peu digne de votre excellence, chez la femme d'un de mes amis qui est fort jolie et, de plus, intimement liée avec l'un des principaux agents de la police. Demain, j'irai déclarer comme quoi nos passeports nous ont été volés. Cette déclaration sera prise en bonne part, mais je payerai le port de la lettre que la police écrira à Casalmaggiore, pour savoir s'il existe dans cette commune un nommé Ludovic Saint-Micheli, lequel a un frère nommé Fabrice au service de madame la duchesse Sanseverina, à Parme. Tout est fini. Siamo a cavallo. Proverbe italien, nous sommes sauvés. Fabrice avait pris tout à coup un air fort sérieux. Il pria Ludovic de l'attendre un instant, rentra dans l'église presque en courant, et à peine y fut-il que de nouveau il se précipita à genoux. Il baisait humblement les dalles de pierre. « C'est un miracle, Seigneur !» s'écriait-il, les larmes aux yeux. «
Quand vous avez vu mon âme disposée à rentrer dans le devoir, vous m'avez sauvé, grand Dieu. Il est possible qu'un jour je sois tué dans quelque affaire. Souvenez-vous, au moment de ma mort, de l'état où mon âme se trouve en ce moment. » Ce fut avec les transports de la joie la plus vive que Fabrice récita de nouveau les 7 psaumes de la pénitence. Avant que de sortir, il s'approcha d'une vieille femme qui était assise devant une grande madone et à côté d'un triangle de fer placé verticalement sur un pied de même métal. Les bords de ce triangle étaient hérissés d'un grand nombre de pointes destinées à porter les petits cierges que la piété des fidèles allume devant la célèbre madone de Cimabue. 7 cierges seulement étaient allumés quand Fabrice s'approcha. Il plaça cette circonstance dans sa mémoire avec l'intention d'y réfléchir ensuite plus à loisir. « Combien coûtent les cierges ?» dit-il à la femme. « 2 bajocs pièce. » En effet, il n'était guère plus gros qu'un tuyau de plume et n'avait pas un pied de long. « Combien peut-on placer encore de cierges sur votre triangle ?»« 63, puisqu'il y en a 7 d'allumés. »« Ah !» se dit Fabrice. 63 et 7 font 70. Ceci encore est à noter. Il paya les cierges, plaça lui-même et alluma les 7 premiers, puis se mit à genoux pour faire son offrande. Et dit à la vieille femme en se relevant : « C'est pour grâce reçue. »« Je meurs de faim, » dit Fabrice à Ludovic en le rejoignant. « N'entrons point dans un cabaret. Allons au logement. La maîtresse de la maison ira vous acheter ce qu'il faut pour déjeuner. Elle volera une 20aine de sous et en sera d'autant plus attachée au nouvel arrivant. » Ceci ne tend à rien moins qu'à me faire mourir de faim une grande heure de plus, dit Fabrice en riant avec la sérénité d'un enfant, et il entra dans un cabaret voisin de Saint-Pétronne. À son extrême surprise, il vit à une table voisine de celle où il était placé Pépé, le premier valet de chambre de sa tante, celui-là même qui autrefois était venu à sa rencontre jusqu'à Genève. Fabrice lui fit signe de se taire. Puis, après avoir déjeuné rapidement, le sourire du bonheur errant sur ses lèvres, il se leva. Pépé le suivit, et, pour la 3e fois, notre héros entra dans Saint-Pétronne. Par discrétion, Ludovic resta à se promener sur la place. « Eh, mon Dieu, monseigneur, comment sont vos blessures ? Madame la duchesse est horriblement inquiète. Un jour entier, elle vous a cru mort abandonné dans quelque île du Pô. Je vais lui expédier un courrier à l'instant même. Je vous cherche depuis 6 jours. J'en ai passé 3 à Ferrare, courant toutes les auberges. Avez-vous un passeport pour moi ? J'en ai 3 différents, l'un avec les noms et les titres de votre Excellence, le second avec votre nom seulement, et le 3e sous un nom supposé, Joseph Bossy. Chaque passeport est en double expédition, selon que votre Excellence voudra arriver de Florence ou de Modène. Il ne s'agit que de faire une promenade hors de la ville. Monsieur le comte vous verrait loger avec plaisir à l'auberge d'El Pellegrino, dont le maître est son ami. » Fabrice, ayant l'air de marcher au hasard, s'avança dans la nef droite de l'église jusqu'au lieu où ses cierges étaient allumés. Ses yeux se fixèrent sur la madone de Cimabue, puis il dit à Pépé en s'agenouillant : « Il faut que je rende grâce un instant. » Pépé l'imita. Au sortir de l'église, Pépé remarqua que Fabrice donnait une pièce de 20 francs au premier pauvre qui lui demanda l'aumône. Ce mendiant jeta des cris de reconnaissance qui attirèrent sur les pas de l'être charitable les nuées de pauvres de tout genre qui ornent d'ordinaire la place de Saint-Pétronne. Tous voulaient avoir leur part du Napoléon. Les femmes, désespérant de pénétrer dans la mêlée qui l'entourait, fondirent sur Fabrice, lui criant, s'il n'était pas vrai, qu'il avait voulu donner son Napoléon pour être divisé parmi tous les pauvres du bon Dieu. Pépé, brandissant sa canne à pomme d'or, leur ordonna de laisser son Excellence tranquille. « Ah, Excellence !» reprirent toutes ces femmes d'une voix plus perçante. « Donnez aussi un Napoléon d'or pour les pauvres femmes !» Fabrice doubla le pas. Les femmes le suivirent en criant, et beaucoup de pauvres mâles, accourant par toutes les rues,
firent comme une sorte de petite sédition. Toute cette foule horriblement sale et énergique criait « Excellence !» Fabrice eut beaucoup de peine à se délivrer de la cohue. Cette scène rappela son imagination sur la terre. « Je n'ai que ce que je mérite, » se dit-il. « Je me suis frotté à la canaille. » 2 femmes le suivirent jusqu'à la porte de Saragosse par laquelle il sortait de la ville. Pépé les arrêta en les menaçant sérieusement de sa canne et leur jetant quelques monnaies. Fabrice monta la charmante colline de San Michele in Bosco, fit le tour d'une partie de la ville en dehors des murs, prit un sentier, arriva à 500 pas sur la route de Florence, puis rentra dans Bologne et remit gravement au commis de la police un passeport où son signalement était noté d'une façon fort exacte. Ce passeport le nommait Joseph Bossy, étudiant en théologie. Fabrice y remarqua une petite tache d'encre rouge jetée, comme par hasard, au bas de la feuille vers l'angle droit. 2 heures plus tard, il eut un espion à ses trousses, à cause du titre d'excellence que son compagnon lui avait donné devant les pauvres de Saint-Pétrone. Quoique son passeport ne portât aucun des titres qui donnent à un homme le droit de se faire appeler Excellence par ses domestiques. Fabrice vit l'espion et s'en moqua fort. Il ne songeait plus ni au passeport ni à la police, et s'amusait de tout comme un enfant. Pépé, qui avait ordre de rester auprès de lui, le voyant fort content de Ludovic, aima mieux aller porter lui-même de si bonnes nouvelles à la duchesse. Fabrice écrivit 2 très longues lettres aux personnes qui lui étaient chères. Puis il eut l'idée d'en écrire une 3e au vénérable archevêque Landriani. Cette lettre produisit un effet merveilleux. Elle contenait un récit fort exact du combat avec Giletti. Le bon archevêque, tout attendri, ne manqua pas d'aller lire cette lettre au prince, qui voulut bien l'écouter, assez curieux de voir comment ce jeune monsignor s'y prenait pour excuser un meurtre aussi épouvantable. Grâce aux nombreux amis de la marquise Raversi, le prince ainsi que toute la ville de Parme croyait que Fabrice s'était fait aider par 20 ou 30 paysans pour assommer un mauvais comédien qui avait l'insolence de lui disputer la petite Marietta. Dans les cours despotiques, le premier intrigant adroit dispose de la vérité, comme la mode en dispose à Paris. « Mais que diable, disait le prince à l'archevêque, on fait faire ces choses-là par un autre. Mais les faire soi-même, ce n'est pas l'usage. Et puis, on ne tue pas un comédien tel que Giletti, on l'achète. » Fabrice ne se doutait en aucune façon de ce qui se passait à Parme. Dans le fait, il s'agissait de savoir si la mort de ce comédien, qui de son vivant gagnait 32 francs par mois, amènerait la chute du ministère ultra et de son chef, le comte Mosca. En apprenant la mort de Giletti, le prince, piqué des airs d'indépendance que se donnait la duchesse, avait ordonné au fiscal général Rassi de traiter tout ce procès comme s'il se fût agi d'un libéral. Fabrice, de son côté, croyait qu'un homme de son rang était au-dessus des lois. Il ne calculait pas que dans les pays où les grands noms ne sont jamais punis, l'intrigue peut tout, même contre eux. Il parlait souvent à Ludovic de sa parfaite innocence qui serait bien vite proclamée. Sa grande raison, c'est qu'il n'était pas coupable. Sur quoi Ludovic lui dit un jour « Je ne conçois pas comment votre Excellence, qui a tant d'esprit et d'instruction, prend la peine de dire de ces choses-là à moi, qui suis son serviteur dévoué. Votre Excellence use de trop de précautions. Ces choses-là sont bonnes à dire en public ou devant un tribunal. » Cet homme me croit un assassin et ne m'en aime pas moins, se dit Fabrice, tombant de son haut. 3 jours après le départ de Pépé, il fut bien étonné de recevoir une lettre énorme, fermée avec une tresse de soie comme du temps de Louis XIV et adressée à son Excellence révérendissime, Monseigneur Fabrice del Dongo, premier grand vicaire du diocèse de Parme, chanoine, etc. « Mais est-ce que je suis encore tout cela ?» se dit-il en riant. L'épître de l'archevêque Landriani était un chef-d'œuvre de logique et de clarté. Elle n'avait pas moins de 19 grandes pages et racontait fort bien tout ce qui s'était passé à Parme à l'occasion de la mort de Giletti.
Une armée française commandée par le maréchal Ney et marchant sur la ville n'aurait pas produit plus d'effet, lui disait le bon archevêque. À l'exception de la duchesse et de moi, mon très cher fils, tout le monde croit que vous vous êtes donné le plaisir de tuer l'histrion Giletti. Ce malheur, vous fût-il arrivé, ce sont de ces choses qu'on assoupit avec 200 louis et une absence de 6 mois. Mais la Raversi veut renverser le comte Mosca à l'aide de cet incident. Ce n'est point l'affreux péché du meurtre que le public blâme en vous, c'est uniquement la maladresse, ou plutôt l'insolence de ne pas avoir daigné recourir à un bulot, sorte de fier-à-bras subalterne. Je vous traduis ici en termes clairs les discours qui m'environnent, car depuis ce malheur à jamais déplorable, je me rends tous les jours dans 3 maisons des plus considérables de la ville pour avoir l'occasion de vous justifier. Et jamais je n'ai cru faire un plus saint usage du peu d'éloquence que le ciel a daigné m'accorder. Les écailles tombaient des yeux de Fabrice. Les nombreuses lettres de la duchesse, remplies de transports d'amitié, ne daignaient jamais raconter. La duchesse lui jurait de quitter Parme à jamais, si bientôt il n'y rentrait triomphant. « Le comte fera pour toi, lui disait-elle dans la lettre qui accompagnait celle de l'archevêque, tout ce qui est humainement possible. Quant à moi, tu as changé mon caractère avec cette belle équipée. Je suis maintenant aussi avare que le banquier Tombonne. J'ai renvoyé tous mes ouvriers. J'ai fait plus. J'ai dicté au comte l'inventaire de ma fortune, qui s'est trouvé bien moins considérable que je ne le pensais. Après la mort de l'excellent comte Pietranera, que, par parenthèse, tu aurais bien plutôt dû venger, au lieu de t'exposer contre un être de l'espèce de Giletti, je restais avec 1200 livres de rente et 5000 francs de dette. Je me souviens, entre autres choses, que j'avais 2 douzaines et demie de souliers de satin blanc venant de Paris, et une seule paire de souliers pour marcher dans la rue. Je suis presque décidée à prendre les 300 000 francs que me laisse le duc, et que je voulais employer en entier à lui élever un tombeau magnifique. Au reste, c'est la marquise Raversi qui est ta principale ennemie, c'est-à-dire la mienne. Si tu t'ennuies seule à Bologne, tu n'as qu'à dire un mot, j'irai te joindre. Voici 4 nouvelles lettres de change, etc. La duchesse ne disait mot à Fabrice de l'opinion qu'on avait à Parme sur son affaire. Elle voulait avant tout le consoler, et, dans tous les cas, la mort d'un être ridicule tel que Giletti ne lui semblait pas de nature à être reprochée sérieusement à Del Dongo. « Combien de Giletti nos ancêtres n'ont-ils pas envoyé dans l'autre monde ?» disait-elle au comte, sans que personne se soit mis en tête de leur en faire un reproche. Fabrice, tout étonné, et qui entrevoyait pour la première fois le véritable état des choses, se mit à étudier la lettre de l'archevêque. Par malheur, l'archevêque lui-même le croyait plus au fait qu'il ne l'était réellement. Fabrice comprit que ce qui faisait surtout le triomphe de la marquise Raversi, c'est qu'il était impossible de trouver des témoins de visu de ce fatal combat. Le valet de chambre qui le premier en avait apporté la nouvelle à Parme était à l'auberge du village Sanguignat lorsqu'il avait eu lieu. La petite Marietta et la vieille femme, qui lui servait de mère, avaient disparu, et la marquise avait acheté le Vetturino qui conduisait la voiture et qui faisait maintenant une déposition abominable. Quoique la procédure soit environnée du plus profond mystère, écrivait le bon archevêque avec son style cicéronien, et dirigé par le fiscal général Rassi, dont la seule charité chrétienne peut m'empêcher de dire du mal, mais qui a fait sa fortune en s'acharnant après les malheureux accusés comme le chien de chasse après le lièvre, quoique le Rassi, dis-je, dont votre imagination ne saurait s'exagérer la turpitude et la vénalité, ait été chargé de la direction du procès par un prince irrité, j'ai pu lire les 3 dépositions du Vetturino. Par un insigne bonheur, ce malheureux se contredit. Et j'ajouterai, parce que je parle à mon vicaire général, à celui qui, après moi, doit avoir la direction de ce diocèse, que j'ai mandé le curé de la paroisse qu'habite ce pécheur égaré. Je vous dirai, mon très cher fils, mais sous le secret de la confession, que ce curé connaît déjà, par la femme du Vetturino, le nombre d'écus qu'il a reçus de la marquise Raversi.
Je n'oserais dire que la marquise a exigé de lui de vous calomnier, mais le fait est probable. Les écus ont été remis par un malheureux prêtre qui remplit des fonctions peu relevées auprès de cette marquise, et auquel j'ai été obligé d'interdire la messe pour la seconde fois. Je ne vous fatiguerai point du récit de plusieurs autres démarches que vous deviez attendre de moi, et qui d'ailleurs rentrent dans mon devoir. Un chanoine, votre collègue à la cathédrale, et qui d'ailleurs se souvient un peu trop quelquefois de l'influence que lui donnent les biens de sa famille, dont, par la permission divine, il est resté le seul héritier, s'étant permis de dire chez monsieur le comte Zourla, ministre de l'Intérieur, qu'il regardait cette bagatelle comme prouvée contre vous, il parlait de l'assassinat du malheureux Giletti. Je l'ai fait appeler devant moi, et là, en présence de mes 3 autres vicaires généraux, de mon aumônier et de 2 curés qui se trouvaient dans la salle d'attente, je l'ai prié de nous communiquer, à nous, ses frères, les éléments de la conviction complète qu'il disait avoir acquise contre un de ses collègues à la cathédrale. Le malheureux n'a pu articuler que des raisons peu concluantes. Tout le monde s'est élevé contre lui, et quoique je n'ai cru devoir ajouter que bien peu de paroles, il a fondu en larmes et nous a rendus témoins du plein aveu de son erreur complète, sur quoi je lui ai promis le secret en mon nom et en celui de toutes les personnes qui avaient assisté à cette conférence, sous la condition toutefois qu'il mettrait tout son zèle à rectifier les fausses impressions qu'avaient pu causer les discours par lui proférés depuis 15 jours. Je ne vous répéterai point, mon cher fils, ce que vous devez savoir depuis longtemps, c'est-à-dire que des 34 paysans employés à la fouille entreprise par le comte Mosca et que la Raversi prétend solder par vous pour vous aider dans un crime, 32 étaient au fond de leur fossé, tout occupés de leurs travaux, lorsque vous vous saisîtes du couteau de chasse et l'employâtes à défendre votre vie contre l'homme qui vous attaquait à l'improviste. 2 d'entre eux, qui étaient hors du fossé, crièrent aux autres « On assassine Monseigneur !» Ce cri seul montre votre innocence dans tout son éclat. Eh bien, le fiscal général Rassi prétend que ces 2 hommes ont disparu. Bien plus, on a retrouvé 8 des hommes qui étaient au fond du fossé. Dans leur premier interrogatoire, 6 ont déclaré avoir entendu le cri « On assassine Monseigneur !» Je sais par voies indirectes que dans leur 5e interrogatoire, qui a eu lieu hier soir, 5 ont déclaré qu'ils ne se souvenaient pas bien s'ils avaient entendu directement ce cri ou si seulement il leur avait été raconté par quelqu'un de leurs camarades. Des ordres sont donnés pour que l'on me fasse connaître la demeure de ces ouvriers terrassiers, et leurs curés leur feront comprendre qu'ils se damnent si, pour gagner quelques écus, ils se laissent aller à altérer la vérité. Le bon archevêque entrait dans des détails infinis, comme on peut en juger par ceux que nous venons de rapporter. Puis il ajoutait en se servant de la langue latine « Cette affaire n'est rien moins qu'une tentative de changement de ministère. Si vous êtes condamné, ce ne peut être qu'aux galères ou à la mort, auquel cas j'interviendrai en déclarant, du haut de ma chaire archiépiscopale, que je sais que vous êtes innocent, que vous avez tout simplement défendu votre vie contre un brigand, et qu'enfin je vous ai défendu de revenir à Parme tant que vos ennemis y triompheront. Je me propose même de stigmatiser, comme il le mérite, le fiscal général. La haine contre cet homme est aussi commune que l'estime pour son caractère est rare. Mais enfin, la veille du jour où ce fiscal prononcera cet arrêt si injuste, la duchesse Sanseverina quittera la ville et peut-être même les États de Parme. Dans ce cas, l'on ne fait aucun doute que le comte ne donne sa démission. Alors, très probablement, le général Fabio Conti arrive au ministère et la marquise Raversi triomphe. Le grand mal de votre affaire, c'est qu'aucun homme entendu n'est chargé en chef des démarches nécessaires pour mettre au jour votre innocence et déjouer les tentatives faites pour suborner des témoins. Le comte croit remplir ce rôle, mais il est trop grand seigneur pour descendre à de certains détails. De plus, en sa qualité de ministre de la police, il a dû donner, dans le premier moment, les ordres les plus sévères contre vous. Enfin, oserais-je le dire, notre souverain seigneur vous croit coupable, ou du moins simule cette croyance et apporte quelque aigreur dans cette affaire. Les mots correspondants
à notre souverain Seigneur, et à simule cette croyance, était en grec, et Fabrice sut un gré infini à l'archevêque d'avoir osé les écrire. Il coupa avec un canif cette ligne de sa lettre, et la détruisit sur le champ. Fabrice s'interrompit 20 fois en lisant cette lettre. Il était agité des transports de la plus vive reconnaissance. Il répondit à l'instant par une lettre de 8 pages. Souvent, il fut obligé de relever la tête pour que ses larmes ne tombassent pas sur son papier. Le lendemain, au moment de cacheter cette lettre, il en trouva le ton trop mondain. « Je vais l'écrire en latin, » se dit-il. « Elle en paraîtra plus convenable au digne archevêque. » Mais en cherchant à construire de belles phrases latines bien longues, bien imitées de Cicéron, il se rappela qu'un jour, l'archevêque, lui parlant de Napoléon, affectait de l'appeler Buonaparte. À l'instant disparut toute l'émotion qui la veille le touchait jusqu'aux larmes. « Oh, roi d'Italie !» s'écria-t-il. « Cette fidélité que tant d'autres t'ont jurée de ton vivant, je te la garderai après ta mort. Il m'aime, sans doute. Mais parce que je suis un del Dongo, et lui le fils d'un bourgeois. » Pour que sa belle lettre en italien ne fût pas perdue, Fabrice y fit quelques changements nécessaires et l'adressa au comte Mosca. Ce jour-là même, Fabrice rencontra dans la rue la petite Marietta. Elle devint rouge de bonheur et lui fit signe de la suivre sans l'aborder. Elle gagna rapidement un portique désert. Là, elle avança encore la dentelle noire qui, suivant la mode du pays, lui couvrait la tête, de façon à ce qu'elle ne pût être reconnue. Puis, se retournant vivement, « Comment se fait-il, dit-elle à Fabrice, que vous marchiez ainsi librement dans la rue ?» Fabrice lui raconta son histoire. « Grand Dieu, vous avez été à Ferrare, moi qui vous y ai tant cherché. Vous saurez que je me suis brouillée avec la vieille femme parce qu'elle voulait me conduire à Venise, où je savais bien que vous n'iriez jamais, puisque vous êtes sur la liste noire de l'Autriche. J'ai vendu mon collier d'or pour venir à Bologne. Un pressentiment m'annonçait le bonheur que j'ai de vous y rencontrer. La vieille femme est arrivée 2 jours après moi. Ainsi, je ne vous engagerai point à venir chez nous. Elle vous ferait encore de ces vilaines demandes d'argent qui me font tant de honte. Nous avons vécu fort convenablement depuis le jour fatal que vous savez, et nous n'avons pas dépensé le quart de ce que vous lui donnâtes. Je ne voudrais pas aller vous voir à l'auberge du Pellegrino. Ce serait une publicité. Tâchez de louer une petite chambre dans une rue déserte. Et à l'Ave Maria, la tombée de la nuit, je me trouverai ici, sous ce même portique. » Ces mots dits, elle prit la fuite. Chapitre 13. Toutes les idées sérieuses furent oubliées à l'apparition imprévue de cette aimable personne. Fabrice se mit à vivre à Bologne dans une joie et une sécurité profonde. Cette disposition naïve à se trouver heureux de tout ce qui remplissait sa vie perçait dans les lettres qu'il adressait à la duchesse. Ce fut au point qu'elle en prit de l'humeur. À peine si Fabrice le remarqua. Seulement, il écrivit en signe abrégé sur le cadran de sa montre. « Quand j'écris à la D, ne jamais dire quand j'étais prélat, quand j'étais homme d'église. Cela la fâche. » Il avait acheté 2 petits chevaux dont il était fort content. Il les attelait à une calèche de louage toutes les fois que la petite Marietta voulait aller voir quelqu'un de ces sites ravissants des environs de Bologne. Presque tous les soirs, il la conduisait à la chute du Renault. Au retour, il s'arrêtait chez l'aimable Crescentini, qui se croyait un peu le père de la Marietta. « Ma foi, si c'est là l'avis de café qui me semblait si ridicule pour un homme de quelque valeur, j'ai eu tort de la repousser. » se dit Fabrice. Il oubliait qu'il n'allait jamais au café que pour lire le Constitutionnel, et que, parfaitement inconnu à tout le beau monde de Bologne, les jouissances de vanité n'entraient pour rien dans sa félicité présente. Quand il n'était pas avec la petite Marietta, on le voyait à l'observatoire, où il suivait un cours d'astronomie. Le professeur l'avait pris en grande amitié, et Fabrice lui prêtait ses chevaux le dimanche
pour aller briller avec sa femme au corso de la Montagnola. Il avait en exécration de faire le malheur d'un être quelconque, si peu estimable qu'il fût. La Marietta ne voulait pas absolument qu'il vît la vieille femme, mais un jour qu'elle était à l'église, il monta chez la Mamassia qui rougit de colère en le voyant entrer. « C'est le cas de faire le Del Dongo », se dit Fabrice. « Combien la Marietta gagne-t-elle par mois quand elle est engagée ?» s'écria-t-il de l'air dont un jeune homme qui se respecte entre à Paris au balcon des Bouffes. « 50 écus. » Vous mentez, comme toujours. Dites la vérité, ou, par Dieu, vous n'aurez pas un centime. Eh bien, elle gagnait 22 écus dans notre compagnie à Parme, quand nous avons eu le malheur de vous connaître. Moi, je gagnais 12 écus, et nous donnions à Giletti, notre protecteur, chacune le tiers de ce qui nous revenait. Sur quoi, tous les mois à peu près, Giletti faisait un cadeau à la Marietta. Ce cadeau pouvait bien valoir 2 écus. Vous mentez encore. Vous ne receviez que 4 écus. Mais si vous êtes bonne avec la Marietta, je vous engage comme si j'étais un impresario. Tous les mois, vous recevrez 12 écus pour vous et 22 pour elle. Mais si je lui vois les yeux rouges, je fais banqueroute. Vous faites le fier. Eh bien, votre rebelle générosité nous ruine, répondit la vieille femme d'un ton furieux. Nous perdons l'aviamento, l'achalandage. Quand nous aurons l'énorme malheur d'être privés de la protection de votre Excellence, nous ne serons plus connus d'aucune troupe. Toutes seront au grand complet. Nous ne trouverons pas d'engagement. Et par vous, nous mourrons de faim. Va-t-on au diable, dit Fabrice en s'en allant. Je n'irai pas au diable, vilain impie, mais tout simplement au bureau de la police. Qui saura de moi que vous êtes un monsignor qui a jeté le froc aux orties, et que vous ne vous appelez pas plus Joseph Bossy que moi. Fabrice avait déjà descendu quelques marches de l'escalier. Il revint. D'abord, la police sait mieux que toi quel peut être mon vrai nom. Mais si tu t'avises de me dénoncer, si tu as cette infamie, lui dit-il d'un grand sérieux, Ludovic te parlera. Et ce n'est pas 6 coups de couteau que recevra ta vieille carcasse, mais 2 douzaines, et tu seras pour 6 mois à l'hôpital et sans tabac. La vieille femme pâlit et se précipita sur la main de Fabrice, qu'elle voulut baiser. « J'accepte avec reconnaissance le sort que vous nous faites, à la Marietta et à moi. Vous avez l'air si bon que je vous prenais pour un niais. Et pensez-y bien, d'autres que moi pourront commettre la même erreur. Je vous conseille d'avoir habituellement l'air plus grand seigneur. » Puis elle ajouta avec une impudence admirable. « Vous réfléchirez à ce bon conseil, et comme l'hiver n'est pas bien éloigné, vous nous ferez cadeau, à la Marietta et à moi, de 2 bons habits, de cette belle étoffe anglaise que vend le gros marchand qui est sur la place Saint-Pétrone. » L'amour de la jolie Marietta offrait à Fabrice tous les charmes de l'amitié la plus douce, ce qui le faisait songer au bonheur du même genre qu'il aurait pu trouver auprès de la duchesse. « Mais n'est-ce pas une chose bien plaisante, se disait-il quelquefois, que je ne sois pas susceptible de cette préoccupation exclusive et passionnée, qu'ils appellent de l'amour ? Parmi les liaisons que le hasard m'a données à Novare ou à Naples, ai-je jamais rencontré de femme dont la présence, même dans les premiers jours, fut pour moi préférable à une promenade sur un joli cheval inconnu. Ce qu'on appelle amour, ajoutait-il, serait-ce donc encore un mensonge ? J'aime sans doute, comme j'ai bon appétit à 6 heures. Serait-ce cette propension quelque peu vulgaire dont ces menteurs auraient fait l'amour d'Othello, l'amour de Tancrède ? Ou bien faut-il croire que je suis organisé autrement que les autres hommes ? Mon âme manquerait d'une passion ? Pourquoi cela ? Ce serait une singulière destinée. À Naples, surtout dans les derniers temps, Fabrice avait rencontré des femmes qui, fières de leur rang, de leur beauté
et de la position qu'occupaient dans le monde les adorateurs qu'elle lui avait sacrifiés, avait prétendu le mener. À la vue de ce projet, Fabrice avait rompu de la façon la plus scandaleuse et la plus rapide. Or, se disait-il, si je me laisse jamais transporter par le plaisir, sans doute très vif, d'être bien avec cette jolie femme qu'on appelle la duchesse Sanseverina, je suis exactement comme ce Français étourdi qui tua un jour la poule aux œufs d'or. C'est à la duchesse que je dois le seul bonheur que j'ai jamais éprouvé, par les sentiments tendres. Mon amitié pour elle est ma vie, et d'ailleurs, sans elle, que suis-je ? Un pauvre exilé, réduit à vivoter péniblement dans un château délabré des environs de Novare. Je me souviens que, durant les grandes pluies d'automne, j'étais obligé, le soir, crainte d'accident, d'ajuster un parapluie sur le ciel de mon lit. Je montais les chevaux de l'homme d'affaires qui voulait bien le souffrir par respect pour mon sang bleu, pour ma haute puissance. Mais il commençait à trouver mon séjour un peu long. Mon père m'avait assigné une pension de 1200 francs et se croyait damné de donner du pain à un jacobin. Ma pauvre mère et mes sœurs se laissaient manquer de robes pour me mettre en état de faire quelques petits cadeaux à mes maîtresses. Cette façon d'être généreux me perçait le cœur. Et, de plus, on commençait à soupçonner ma misère, et la jeune noblesse des environs allait me prendre en pitié. Tôt ou tard, quelque fat eût laissé voir son mépris pour un jacobin pauvre et malheureux dans ses desseins, car, aux yeux de ces gens-là, je n'étais pas autre chose. J'aurais donné ou reçu quelque bon coup d'épée qui m'eût conduit à la forteresse de Fenestrelle, ou bien j'eusse de nouveau été me réfugier en Suisse, toujours avec 1200 francs de pension. J'ai le bonheur de devoir à la duchesse l'absence de tous ces maux. De plus, c'est elle qui sent pour moi les transports d'amitié que je devrais éprouver pour elle. Au lieu de cette vie ridicule et piètre qui eût fait de moi un animal triste, un sot, depuis 4 ans, je vis dans une grande ville et j'ai une excellente voiture, ce qui m'a empêché de connaître l'envie et tous les sentiments bas de la province. Cette tante trop aimable me gronde toujours de ce que je ne prends pas assez d'argent chez le banquier. Veux-je gâter à jamais cette admirable position ? Veux-je perdre l'unique ami que j'ai au monde ? Il suffit de proférer un mensonge, il suffit de dire à une femme charmante et peut-être unique au monde, et pour laquelle j'ai l'amitié la plus passionnée, « Je t'aime », moi qui ne sais pas ce que c'est qu'aimer d'amour. Elle passerait la journée à me faire un crime de l'absence de ces transports qui me sont inconnus. La Marietta, au contraire, qui ne voit pas dans mon cœur et qui prend une caresse pour un transport de l'âme, me croit fou d'amour et s'estime la plus heureuse des femmes. Dans le fait, je n'ai connu un peu cette préoccupation tendre qu'on appelle, je crois, l'amour, que pour cette jeune Anniken de l'auberge de Zonders, près de la frontière de Belgique. C'est avec regret que nous allons placer ici l'une des plus mauvaises actions de Fabrice. Au milieu de cette vie tranquille, une misérable pique de vanité s'empara de ce cœur rebelle à l'amour et le conduisit fort loin. En même temps que lui se trouvait à Bologne la fameuse Fausta F., sans contredit l'une des premières chanteuses de notre époque, et peut-être la femme la plus capricieuse que l'on ait jamais vue. L'excellent poète Buratti, de Venise, avait fait sur son compte ce fameux sonnet satirique qui alors se trouvait dans la bouche des princes comme des derniers gamins de Carrefour. Vouloir et ne pas vouloir, adorer et détester en un jour, n'être contente que dans l'inconstance, mépriser ce que le monde adore, tandis que le monde l'adore. La Fausta a ses défauts et bien d'autres encore. Donc, ne vois jamais ce serpent. Si tu la vois, imprudent, tu oublies ses caprices. As-tu le bonheur de l'entendre, tu t'oublies toi-même, et l'amour fait de toi, en un moment, ce que Circé fit jadis des compagnons d'Ulysse. Pour le moment, ce miracle de beauté
était sous le charme des énormes favoris et de la haute insolence du jeune comte M, au point de n'être pas révolté de son abominable jalousie. Fabrice vit ce comte dans les rues de Bologne et fut choqué de l'air de supériorité avec lequel il occupait le pavé et daignait montrer ses grâces au public. Ce jeune homme était fort riche, se croyait tout permis, et comme ses prépotences lui avaient attiré des menaces, il ne se montrait guère qu'environné de 8 ou 10 bullies, sorte de coupe-jarrets, revêtus de sa livrée, et qu'il avait fait venir de ses terres dans les environs de Brescia. Les regards de Fabrice avaient rencontré une ou deux fois ceux de ce terrible comte, lorsque le hasard lui fit entendre la Fausta. Il fut étonné de l'angélique douceur de cette voix. Il ne se figurait rien de pareil. Il lui dut des sensations de bonheur suprême, qui faisaient un beau contraste avec la placidité de sa vie présente. Serait-ce enfin là de l'amour, se dit-il. Fort curieux d'éprouver ce sentiment, et d'ailleurs amusé par l'action de braver ce comte M, dont la mine était plus terrible que celle d'aucun tambour-major, notre héros se livra à l'enfantillage de passer beaucoup trop souvent devant le palais Tanari que le comte M avait loué pour la Fausta. Un jour, vers la tombée de la nuit, Fabrice, cherchant à se faire apercevoir de la Fausta, fut salué par des éclats de rire fort marqués lancés par les bullies du comte qui se trouvaient sur la porte du palais Tanari. Il courut chez lui, prit de bonnes armes et repassa devant ce palais. La Fausta, cachée derrière ses persiennes, attendait ce retour et lui en tint compte. M, jaloux de toute la terre, devint spécialement jaloux de M. Joseph Bossy et s'emporta en propos ridicules, sur quoi, tous les matins, notre héros lui faisait parvenir une lettre qui ne contenait que ces mots: « M. Joseph Bossy détruit les insectes incommodes et loge au Pellegrino, via Larga, numéro 79. » Le comte M, accoutumé au respect que lui assurait en tout lieu son énorme fortune, son sang bleu et la bravoure de ses 30 domestiques, ne voulut point entendre le langage de ce petit billet. Fabrice en écrivait d'autres à la Fausta. M mit des espions autour de ce rival, qui peut-être ne déplaisait pas. D'abord, il apprit son véritable nom, et ensuite que pour le moment il ne pouvait se montrer à Parme. Peu de jours après, le comte M, ses bullies, ses magnifiques chevaux et la Fausta partirent pour Parme. Fabrice, piqué au jeu, les suivit le lendemain. Ce fut en vain que le bon Ludovic fit des remontrances pathétiques. Fabrice l'envoya promener, et Ludovic, fort brave lui-même, l'admira. D'ailleurs, ce voyage le rapprochait de la jolie maîtresse qu'il avait à Casalmaggiore. Par les soins de Ludovic, 8 ou 10 anciens soldats des régiments de Napoléon entrèrent chez M. Joseph Bossy, sous le nom de domestiques. Pourvu, se dit Fabrice en faisant la folie de suivre la Fausta, que je n'ai aucune communication ni avec le ministre de la police, comte Mosca, ni avec la duchesse. Je n'expose que moi. Je dirai plus tard à ma tante que j'allais à la recherche de l'amour, cette belle chose que je n'ai jamais rencontrée. Le fait est que je pense à la Fausta, même quand je ne la vois pas. Mais est-ce le souvenir de sa voix que j'aime, ou sa personne ? Ne songeant plus à la carrière ecclésiastique, Fabrice avait arboré des moustaches et des favoris presque aussi terribles que ceux du comte M, ce qui le déguisait un peu. Il établit son quartier général non à Parme, c'eût été trop imprudent, mais dans un village des environs, au milieu des bois, sur la route de Sacca, où était le château de sa tante. D'après les conseils de Ludovic, il s'annonça dans ce village comme le valet de chambre d'un grand seigneur anglais fort original qui dépensait 100 000 francs par an pour se donner le plaisir de la chasse, et qui arriverait sous peu du lac de Caume, où il était retenu par la pêche des truites. Par bonheur, le joli petit palais que le comte M avait loué pour la belle Fausta
était situé à l'extrémité méridionale de la ville de Parme, précisément sur la route de Sacca, et les fenêtres de la Fausta donnaient sur les belles allées de grands arbres qui s'étendent sous la haute tour de la citadelle. Fabrice n'était point connu dans ce quartier désert. Il ne manqua pas de faire suivre le comte M, et, un jour que celui-ci venait de sortir de chez l'admirable cantatrice, il eut l'audace de paraître dans la rue en plein jour. À la vérité, il était monté sur un excellent cheval et bien armé. Des musiciens, de ceux qui courent les rues en Italie et qui parfois sont excellents, vinrent planter leurs contrebasses sous les fenêtres de la Fausta. Après avoir préludé, ils chantèrent assez bien une cantate en son honneur. La Fausta se mit à la fenêtre et remarqua facilement un jeune homme fort poli qui, arrêté à cheval au milieu de la rue, la salua d'abord, puis se mit à lui adresser des regards fort peu équivoques. Malgré le costume anglais exagéré adopté par Fabrice, elle eut bientôt reconnu l'auteur des lettres passionnées qui avaient amené son départ de Bologne. « Voilà un être singulier, se dit-elle. Il me semble que je vais l'aimer. J'ai 100 louis devant moi, je puis fort bien planter là ce terrible comte M. Au fait, il manque d'esprit et d'imprévu, et n'est un peu amusant que par la mine atroce de ces gens. » Le lendemain, Fabrice, ayant appris que tous les jours, vers les 11 heures, la Fausta allait entendre la messe au centre de la ville, dans cette même église de Saint-Jean où se trouvait le tombeau de son grand-oncle, l'archevêque Ascanio del Dongo, il osa l'y suivre. À la vérité, Ludovic lui avait procuré une belle perruque anglaise avec des cheveux du plus beau rouge. À propos de la couleur de ses cheveux, qui était celle des flammes qui brûlaient son cœur, il fit un sonnet que la Fausta trouva charmant. Une main inconnue avait eu soin de le placer sur son piano. Cette petite guerre dura bien 8 jours. Mais Fabrice trouvait que, malgré ses démarches de tout genre, il ne faisait pas de progrès réels. La Fausta refusait de le recevoir. Il outrait la nuance de singularité. Elle a dit depuis qu'elle avait peur de lui. Fabrice n'était plus retenu que par un reste d'espoir d'arriver à sentir ce qu'on appelle de l'amour, mais souvent il s'ennuyait. « Monsieur, allons-nous-en, lui répétait Ludovic. Vous n'êtes point amoureux. Je vous vois un sang-froid et un bon sens désespérants. D'ailleurs, vous n'avancez point. Par pure vergogne, décampons. » Fabrice allait partir au premier moment d'humeur lorsqu'il apprit que la Fausta devait chanter chez la duchesse Sanseverina. « Peut-être que cette voix sublime achèvera d'enflammer mon cœur, se dit-il, et il osa bien s'introduire déguisé dans ce palais où tous les yeux le connaissaient. Qu'on juge de l'émotion de la duchesse lorsque, tout à fait vers la fin du concert, elle remarqua un homme en livrée de chasseur, debout près de la porte du grand salon. Cette tournure rappelait quelqu'un. Elle chercha le comte Mosca, qui seulement alors lui apprit l'insigne et vraiment incroyable folie de Fabrice. Il la prenait très bien. Cet amour pour une autre que la duchesse lui plaisait fort. Le comte, parfaitement galant homme, hors de la politique, agissait d'après cette maxime qu'il ne pouvait trouver le bonheur qu'autant que la duchesse serait heureuse. « Je le sauverai de lui-même, dit-il à son ami. Jugez de la joie de nos ennemis si on l'arrêtait dans ce palais. Aussi ai-je ici plus de 100 hommes à moi, et c'est pour cela que je vous ai fait demander les clés du grand château d'eau. Il se porte pour amoureux fou de la Fausta, et jusqu'ici il ne peut l'enlever au comte M, qui donne à cette folle une existence de reine. » La physionomie de la duchesse trahit la plus vive douleur. Fabrice n'était donc qu'un libertin tout à fait incapable d'un sentiment tendre et sérieux. « Et ne pas nous voir, c'est ce que jamais je ne pourrais lui pardonner, dit-elle enfin. Et moi qui lui écris tous les jours à Bologne. » J'estime fort sa retenue, répliqua le comte. Il ne veut pas nous compromettre par son équipée,
et il sera plaisant de la lui entendre raconter. La Fausta était trop folle pour savoir taire ce qui l'occupait. Le lendemain du concert, dont ses yeux avaient adressé tous les airs à ce grand jeune homme habillé en chasseur, elle parla au comte M d'un attentif inconnu. « Où le voyez-vous » dit le comte furieux. « Dans les rues, à l'église, » répondit la Fausta interdite. Aussitôt elle voulut réparer son imprudence, ou du moins éloigner tout ce qui pouvait rappeler Fabrice. Elle se jeta dans une description infinie d'un grand jeune homme à cheveux rouges. Il avait des yeux bleus. Sans doute c'était quelque Anglais fort riche et fort gauche, ou quelque prince. À ce mot, le comte M, qui ne brillait pas par la justesse des aperçus, alla se figurer, chose délicieuse pour sa vanité, que ce rival n'était autre que le prince héréditaire de Parme. Ce pauvre jeune homme mélancolique, gardé par 5 ou 6 gouverneurs, sous-gouverneurs, précepteurs, etc., qui ne le laissaient sortir qu'après avoir tenu conseil, lançait d'étranges regards sur toutes les femmes passables qu'il lui était permis d'approcher. Au concert de la duchesse, son rang l'avait placé en avant de tous les auditeurs, sur un fauteuil isolé, à 3 pas de la belle Fausta, et ses regards avaient souverainement choqué le comte M. Cette folie d'exquise vanité, avoir un prince pour rival, amusa fort la Fausta, qui se fit un plaisir de la confirmer par 100 détails naïvement donnés. « Votre race, disait-elle au comte, est aussi ancienne que celle des Farnèse à laquelle appartient ce jeune homme ?»« Que voulez-vous dire ? Aussi ancienne ? Moi, je n'ai point de bâtardise dans ma famille. » Le hasard voulut que jamais le comte M ne dût voir à son aise ce rival prétendu. Ce qui le confirma dans l'idée flatteuse d'avoir un prince pour antagoniste. En effet, quand les intérêts de son entreprise n'appelaient point Fabrice à Parme, il se tenait dans les bois, vers Sacca et les bords du Pô. Le comte M était bien plus fier, mais aussi plus prudent depuis qu'il se croyait en passe de disputer le cœur de la Fausta à un prince. Il la pria fort sérieusement de mettre la plus grande retenue dans toutes ses démarches. Après s'être jeté à ses genoux en amant jaloux et passionné, il lui déclara fort net que son honneur était intéressé à ce qu'elle ne fût pas la dupe du jeune prince. « Permettez, je ne serais pas sa dupe si je l'aimais. Moi, je n'ai jamais vu de prince à mes pieds. »« Si vous cédez, reprit-il avec un regard hautain, peut-être ne pourrais-je pas me venger du prince. Mais certes, je me vengerai. » Et il sortit en fermant les portes à tour de bras. Si Fabrice se fût présenté en ce moment, il gagnait son procès. « Si vous tenez à la vie, lui dit-il le soir en prenant congé d'elle après le spectacle, faites que je ne sache jamais que le jeune prince a pénétré dans votre maison. Je ne puis rien sur lui, morbleu. Mais ne me faites pas souvenir que je puis tout sur vous. »« Ah, mon petit Fabrice !» s'écria la Fausta, « si je savais où te prendre !» La vanité piquée peut mener loin un jeune homme riche, et dès le berceau toujours environné de flatteurs. La passion très véritable que le comte M avait eue pour la Fausta se réveilla avec fureur. Il ne fut point arrêté par la perspective dangereuse de lutter avec le fils unique du souverain chez lequel il se trouvait. De même qu'il n'eut point l'esprit de chercher à voir ce prince, ou du moins à le faire suivre. Ne pouvant autrement l'attaquer, M osa songer à lui donner un ridicule. « Je serai banni pour toujours des États de Parme, se dit-il. Eh, que m'importe !» S'il eût cherché à reconnaître la position de l'ennemi, le comte M eût appris que le pauvre jeune prince ne sortait jamais sans être suivi par 3 ou 4 vieillards, ennuyeux gardiens de l'étiquette, et que le seul plaisir de son choix qu'on lui permit au monde était la minéralogie. De jour comme de nuit, le petit palais occupé par la Fausta et où la bonne compagnie de Parme faisait foule était environné d'observateurs. M savait heure par heure ce qu'elle faisait et surtout ce qu'on faisait autour d'elle. L'on peut louer ceci dans les précautions de ce jaloux. Cette femme si capricieuse
n'eut d'abord aucune idée de ce redoublement de surveillance. Les rapports de tous ses agents disaient au comte M qu'un homme fort jeune, portant une perruque de cheveux rouges, paraissait fort souvent sous les fenêtres de la Fausta, mais toujours avec un déguisement nouveau. « Évidemment, c'est le jeune prince, » se dit M. « Autrement, pourquoi se déguiser ? Et parbleu, un homme comme moi n'est pas fait pour lui céder. Sans les usurpations de la République de Venise, je serais prince souverain, moi aussi. » Le jour de San Stefano, les rapports des espions prirent une couleur plus sombre. Il semblait indiquer que la Fausta commençait à répondre aux empressements de l'inconnu. « Je puis partir à l'instant avec cette femme, » se dit M. « Mais quoi ? À Bologne, j'ai fui devant Del Dongo. Ici, je fuirais devant un prince. Mais que dirait ce jeune homme ? Il pourrait penser qu'il a réussi à me faire peur. Eh, pardieu, je suis d'aussi bonne maison que lui. » M était furieux, mais, pour comble de misère, tenait avant tout à ne point se donner, aux yeux de la Fausta, qu'il savait moqueuse, le ridicule d'être jaloux. Le jour de San Stefano, donc, après avoir passé 1 heure avec elle, et en avoir été accueilli avec un empressement qui lui sembla le comble de la fausseté, il la laissa sur les 11 heures, s'habillant pour aller entendre la messe à l'église de Saint-Jean. Le comte M revint chez lui, prit l'habit noir râpé d'un jeune élève en théologie, et courut à Saint-Jean. Il choisit sa place derrière un des tombeaux que orne la 3e chapelle à droite. Il voyait tout ce qui se passait dans l'église par-dessous le bras d'un cardinal que l'on a représenté à genoux sur sa tombe. Cette statue ôtait la lumière au fond de la chapelle et le cachait suffisamment. Bientôt, il vit arriver la Fausta, plus belle que jamais. Elle était en grande toilette, et 20 adorateurs appartenant à la plus haute société lui faisaient cortège. Le sourire et la joie éclataient dans ses yeux et sur ses lèvres. « Il est évident, » se dit le malheureux jaloux, « qu'elle compte rencontrer ici l'homme qu'elle aime, et que depuis longtemps, peut-être, grâce à moi, elle n'a pu voir. » Tout à coup, le bonheur le plus vif sembla redoubler dans les yeux de la Fausta. « Mon rival est présent, » se dit M, et sa fureur de vanité n'eut plus de bornes. « Quelle figure est-ce que je fais ici, servant de pendant à un jeune prince qui se déguise ?» Mais quelques efforts qu'il put faire, jamais il ne parvint à découvrir ce rival que ses regards affamés cherchaient de toutes parts. À chaque instant, la Fausta, après avoir promené les yeux dans toutes les parties de l'église, finissait par arrêter des regards chargés d'amour et de bonheur sur le coin obscur où M s'était caché. Dans un cœur passionné, l'amour est sujet à exagérer les nuances les plus légères. Il en tire les conséquences les plus ridicules. Le pauvre M ne finit-il pas par se persuader que la Fausta l'avait vu, que, malgré ses efforts, s'étant aperçue de sa mortelle jalousie, elle voulait la lui reprocher et en même temps l'en consoler par ses regards si tendres. Le tombeau du cardinal derrière lequel M s'était placé en observation était élevé de 4 ou 5 pieds sur le pavé de marbre de Saint-Jean. La messe à la mode finit vers les 1 heure. La plupart des fidèles s'en allèrent et la Fausta congédia les plus beaux de la ville sous un prétexte de dévotion. Resté agenouillé sur sa chaise, ses yeux devenus plus tendres et plus brillants étaient fixés sur M. Depuis qu'il n'y avait plus que peu de personnes dans l'église, ses regards ne se donnaient plus la peine de la parcourir tout entière avant de s'arrêter avec bonheur sur la statue du cardinal. Que de délicatesse, se disait le comte M, se croyant regardé. Enfin, la Fausta se leva et sortit brusquement, après avoir fait, avec les mains, quelques mouvements singuliers. M, ivre d'amour et presque tout à fait désabusé de sa folle jalousie, quittait sa place pour voler au palais de sa maîtresse et la remercier 1000 et 1000 fois, lorsqu'en passant devant le tombeau du cardinal, il aperçut un jeune homme tout en noir.
Cet être funeste s'était tenu jusque-là agenouillé tout contre l'épitaphe du tombeau, et de façon à ce que les regards de l'amant jaloux qui le cherchait dussent passer par-dessus sa tête et ne point le voir. Ce jeune homme se leva, marcha vite et fut à l'instant même environné par 7 ou 8 personnages à ses gauches, d'un aspect singulier et qui semblaient lui appartenir. M se précipita sur ses pas, mais sans qu'il y eût rien de trop marqué. Il fut arrêté dans le défilé que forme le tambour de bois de la porte d'entrée, par ses hommes gauches qui protégeaient son rival. Enfin, lorsqu'après eux il arriva à la rue, il ne put que voir fermer la portière d'une voiture de chétive apparence, laquelle, par un contraste bizarre, était attelée de 2 excellents chevaux, et, en un moment, fut hors de sa vue. Il rentra chez lui haletant de fureur. Bientôt arrivèrent ses observateurs, qui lui rapportèrent froidement que ce jour-là, l'amant mystérieux, déguisé en prêtre, s'était agenouillé fort dévotement, tout contre un tombeau placé à l'entrée d'une chapelle obscure de l'église de Saint-Jean. La Fausta était restée dans l'église jusqu'à ce qu'elle fût à peu près déserte, et alors elle avait échangé rapidement certains signes avec cet inconnu. Avec les mains, elle faisait comme des croix. M courut chez l'infidèle. Pour la première fois, elle ne put cacher son trouble. Elle raconta avec la naïveté menteuse d'une femme passionnée que, comme de coutume, elle était allée à Saint-Jean, mais qu'elle n'y avait pas aperçu cet homme qui la persécutait. À ces mots, M, hors de lui, la traita comme la dernière des créatures, lui dit tout ce qu'il avait vu lui-même, et la hardiesse des mensonges croissant avec la vivacité des accusations, il prit son poignard et se précipita sur elle. D'un grand sang-froid, la Fausta lui dit « Eh bien, tout ce dont vous vous plaignez est la pure vérité. Mais j'ai essayé de vous la cacher afin de ne pas jeter votre audace dans des projets de vengeance insensés et qui peuvent nous perdre tous les deux. Car, sachez-le une bonne fois, suivant mes conjectures, l'homme qui me persécute de ses soins est fait pour ne pas trouver d'obstacle à ses volontés, du moins en ce pays. » Après avoir rappelé fort adroitement qu'après tout, M n'avait aucun droit sur elle, la Fausta finit par dire que probablement elle n'irait plus à l'église de Saint-Jean. M était éperdument amoureux. Un peu de coquetterie avait pu se joindre à la prudence dans le cœur de cette jeune femme. Il se sentit désarmé. Il eut l'idée de quitter Parme. Le jeune prince, si puissant qu'il fût, ne pourrait le suivre, ou, s'il le suivait, ne serait plus que son égal. Mais l'orgueil représenta de nouveau que ce départ aurait toujours l'air d'une fuite, et le comte M se défendit d'y songer. « Il ne se doute pas de la présence de mon petit Fabrice, » se dit la cantatrice ravie. « Et maintenant nous pourrons nous moquer de lui d'une façon précieuse. » Fabrice ne devina point son bonheur, trouvant le lendemain les fenêtres de la cantatrice soigneusement fermées et ne la voyant nulle part. La plaisanterie commença à lui sembler longue. Il avait des remords. Dans quelle situation est-ce que je mets ce pauvre comte Mosca, lui ministre de la police? On le croira mon complice. Je serais venu dans ce pays pour casser le cou à sa fortune. Mais si j'abandonne un projet si longtemps suivi, que dira la duchesse quand je lui conterai mes essais d'amour? Un soir, que prêt à quitter la partie, il se faisait ainsi la morale en rôdant sous les grands arbres qui séparent le palais de la Fausta de la citadelle, il remarqua qu'il était suivi par un espion de fort petite taille. Ce fut en vain que pour s'en débarrasser, il alla passer par plusieurs rues. Toujours cet être microscopique semblait attaché à ses pas. Impatienté, il courut dans une rue solitaire située le long de la Parma et où ces gens étaient en embuscade. Sur un signe qu'il fit, ils sautèrent sur le pauvre petit espion qui se précipita à leurs genoux. C'était la Bettina, femme de chambre de la Fausta. Après 3 jours d'ennui et de réclusion, déguisée en homme pour échapper au poignard du comte M, dont sa maîtresse et elle avaient grand-peur, elle avait entrepris de venir dire à Fabrice qu'on l'aimait à la passion et qu'on brûlait de le voir. Mais on ne pouvait plus paraître à l'église de Saint-Jean.
Il était temps, se dit Fabrice. Vive l'insistance. La petite femme de chambre était fort jolie, ce qui enleva Fabrice à ses rêveries morales. Elle lui apprit que la promenade et toutes les rues où il avait passé ce soir-là étaient soigneusement gardées, sans qu'il y parût, par des espions de M. Ils avaient loué des chambres au rez-de-chaussée ou au premier étage. Cachés derrière les persiennes et gardant un profond silence, ils observaient tout ce qui se passait dans la rue, en apparence la plus solitaire, et entendaient ce qu'on y disait. « Si ces espions eussent reconnu ma voix, dit la petite Bettina, j'étais poignardée sans rémission à ma rentrée au logis, et peut-être ma pauvre maîtresse avec moi. » Cette terreur la rendait charmante aux yeux de Fabrice. « Le comte M, continua-t-elle, est furieux, et madame sait qu'il est capable de tout. Elle m'a chargée de vous dire qu'elle voudrait être à 100 lieues d'ici avec vous. » Alors elle raconta la scène du jour de la Saint-Étienne, et la fureur de M, qui n'avait perdu aucun des regards et des signes d'amour que la Fausta, ce jour-là, folle de Fabrice, lui avait adressés. Le comte avait tiré son poignard, avait saisi la Fausta par les cheveux, et, sans sa présence d'esprit, elle était perdue. Fabrice fit monter la jolie Bettina dans un petit appartement qu'il avait près de là. Il lui raconta qu'il était de Turin, fils d'un grand personnage qui, pour le moment, se trouvait à Parme, ce qui l'obligeait à garder beaucoup de ménagement. La Bettina lui répondit en riant qu'il était bien plus grand seigneur qu'il ne voulait paraître. Notre héros eut besoin d'un peu de temps avant de comprendre que la charmante fille le prenait pour un non moindre personnage que le prince héréditaire lui-même. La Fausta commençait à avoir peur et à aimer Fabrice. Elle avait pris sur elle de ne pas dire ce nom à sa femme de chambre et de lui parler du prince. Fabrice finit par avouer à la jolie fille qu'elle avait deviné juste. « Mais si mon nom est ébruité, ajouta-t-il, malgré la grande passion dont j'ai donné tant de preuves à ta maîtresse, je serai obligé de cesser de la voir, et aussitôt les ministres de mon père, ces méchants drôles que je destituerai un jour, ne manqueront pas de lui envoyer l'ordre de vider le pays, que jusqu'ici elle a embelli de sa présence. » Vers le matin, Fabrice combina avec la petite camériste plusieurs projets de rendez-vous pour arriver à la Fausta. Il fit appeler Ludovic et un autre de ces gens fort adroits qui s'entendirent avec la Bettina, pendant qu'il écrivait à la Fausta la lettre la plus extravagante. La situation comportait toutes les exagérations de la tragédie, et Fabrice ne s'en fit pas faute. Ce ne fut qu'à la pointe du jour qu'il se sépara de la petite camériste, fort contente des façons du jeune prince. Il avait été 100 fois répété que, maintenant que la Fausta était d'accord avec son amant, celui-ci ne repasserait plus sous les fenêtres du petit palais que lorsqu'on pourrait l'y recevoir. Et alors il y aurait signal. Mais Fabrice, amoureux de la Bettina, et se croyant près du dénouement avec la Fausta, ne put se tenir dans son village à 2 lieues de Parme. Le lendemain, vers les minuit, il vint à cheval et bien accompagné, chanter sous les fenêtres de la Fausta un air alors à la mode et dont il changeait les paroles. « N'est-ce pas ainsi qu'en agissent, messieurs les amants ?» se disait-il. Depuis que la Fausta avait témoigné le désir d'un rendez-vous, toute cette chasse semblait bien longue à Fabrice. « Non, je n'aime point, se disait-il en chantant assez mal sous les fenêtres du petit palais. La Bettina me semble 100 fois préférable à la Fausta, et c'est par elle que je voudrais être reçu en ce moment. » Fabrice, s'ennuyant assez, retournait à son village lorsqu'à 500 pas du palais de la Fausta, 15 ou 20 hommes se jetèrent sur lui. 4 d'entre eux saisirent la bride de son cheval, 2 autres s'emparèrent de ses bras. Ludovic et les bravis de Fabrice furent assaillis, mais purent se sauver. Ils tirèrent quelques coups de pistolet. Tout cela fut l'affaire d'un instant. 50 flambeaux allumés parurent dans la rue en un clin d'œil, et comme par enchantement. Tous ces hommes étaient bien armés.
Fabrice avait sauté à bas de son cheval, malgré les gens qui le retenaient. Il chercha à se faire jour. Il blessa même un des hommes qui lui serrait les bras avec des mains semblables à des étaux. Mais il fut bien étonné d'entendre cet homme lui dire du ton le plus respectueux. « Votre Altesse me fera une bonne pension pour cette blessure, ce qui vaudra mieux pour moi que de tomber dans le crime de lèse-majesté en tirant l'épée contre mon prince. » « Voici justement le châtiment de ma sottise, » se dit Fabrice. « Je me serais damné pour un péché qui ne me semblait point aimable. » À peine la petite tentative de combat fut-elle terminée que plusieurs laquais en grande livrée parurent avec une chaise à porteurs dorée et peinte d'une façon bizarre. C'était une de ces chaises grotesques dont les masques se servent pendant le carnaval. 6 hommes, le poignard à la main, prièrent son Altesse d'y entrer, lui disant que l'air frais de la nuit pourrait nuire à sa voix. On affectait les formes les plus respectueuses. Le nom de prince était répété à chaque instant, et presque en criant. Le cortège commença à défiler. Fabrice compta dans la rue plus de 50 hommes portant des torches allumées. Il pouvait être 1 heure du matin, tout le monde s'était mis aux fenêtres. La chose se passait avec une certaine gravité. « Je craignais des coups de poignard de la part du comte M, » se dit Fabrice. « Il se contente de se moquer de moi. Je ne lui croyais pas tant de goût. Mais pense-t-il réellement avoir affaire au prince ? S'il sait que je ne suis que Fabrice, gare les coups de dague. » Ces 50 hommes, portant des torches, et les 20 hommes armés, après s'être longtemps arrêtés sous les fenêtres de la Fausta, allèrent parader devant les plus beaux palais de la ville. Des majordomes placés aux 2 côtés de la chaise à porteurs demandaient de temps à autre à son Altesse si elle avait quelque ordre à leur donner. Fabrice ne perdit point la tête. À l'aide de la clarté que répandaient les torches, il voyait que Ludovic et ses hommes suivaient le cortège autant que possible. Fabrice se disait « Ludovic n'a que 8 ou 10 hommes et n'ose attaquer. » De l'intérieur de sa chaise à porteurs, Fabrice voyait fort bien que les gens chargés de la mauvaise plaisanterie étaient armés jusqu'aux dents. Il affectait de rire avec les majordomes chargés de le soigner. Après plus de 2 heures de marche triomphale, il vit que l'on allait passer à l'extrémité de la rue où était situé le palais Sanseverina. Comme on tournait la rue qui y conduit, il ouvre avec rapidité la porte de la chaise, pratiquée sur le devant, saute par-dessus l'un des bâtons, renverse d'un coup de poignard l'un des estafiers qui lui portait sa torche au visage. Il reçoit un coup de dague dans l'épaule. Un second estafier lui brûle la barbe avec sa torche allumée. Et enfin, Fabrice arrive à Ludovic, auquel il crie « Tue tout ce qui porte des torches !» Ludovic donne des coups d'épée et le délivre de 2 hommes qui s'attachaient à le poursuivre. Fabrice arrive en courant jusqu'à la porte du palais Sanseverina. Par curiosité, le portier avait ouvert la petite porte haute de 3 pieds pratiquée dans la grande, et regardait tout ébahi ce grand nombre de flambeaux. Fabrice entre d'un saut et ferme derrière lui cette porte en miniature. Il court au jardin et s'échappe par une porte qui donnait sur une rue solitaire. 1 heure après, il était hors de la ville. Au jour, il passait la frontière des États de Modène et se trouvait en sûreté. Le soir, il entra dans Bologne. « Voici une belle expédition, » se dit-il. « Je n'ai pas même pu parler à ma belle. » Il se hâta d'écrire des lettres d'excuses au comte et à la duchesse, lettres prudentes et qui, en peignant ce qui se passait dans son cœur, ne pouvaient rien apprendre à un ennemi. « J'étais amoureux de l'amour, » disait-il à la duchesse. « J'ai fait tout au monde pour le connaître, mais il paraît que la nature m'a refusé un cœur pour aimer et être mélancolique. Je ne puis m'élever plus haut que le vulgaire plaisir, etc. » On ne saurait donner l'idée du bruit que cette aventure fit dans Parme. Le mystère excitait la curiosité. Une infinité de gens avaient vu les flambeaux et la chaise à porteurs.
Mais quel était cet homme enlevé et envers lequel on affectait toutes les formes de respect ? Le lendemain, aucun personnage connu ne manqua dans la ville. Le petit peuple qui habitait la rue d'où le prisonnier s'était échappé disait bien avoir vu un cadavre, mais au grand jour, lorsque les habitants osèrent sortir de leur maison, ils ne trouvèrent d'autres traces du combat que beaucoup de sang répandu sur le pavé. Plus de 20 000 curieux vinrent visiter la rue dans la journée. Les villes d'Italie sont accoutumées à des spectacles singuliers, mais toujours elles savent le pourquoi et le comment. Ce qui choqua Parme dans cette occurrence, ce fut que même un mois après, quand on cessa de parler uniquement de la promenade au flambeau, personne, grâce à la prudence du comte Mosca, n'avait pu deviner le nom du rival qui avait voulu enlever la Fausta au comte M. Cet amant jaloux et vindicatif avait pris la fuite dès le commencement de la promenade. Par ordre du comte, la Fausta fut mise à la citadelle. La duchesse rit beaucoup d'une petite injustice que le comte dut se permettre pour arrêter tout à fait la curiosité du prince qui, autrement, eût pu arriver jusqu'au nom de Fabrice. On voyait à Parme un savant homme arrivé du Nord pour écrire une histoire du Moyen-Âge. Il cherchait des manuscrits dans les bibliothèques et le comte lui avait donné toutes les autorisations possibles. Mais ce savant, fort jeune encore, se montrait irascible. Il croyait, par exemple, que tout le monde à Parme cherchait à se moquer de lui. Il est vrai que les gamins des rues le suivaient quelquefois à cause d'une immense chevelure rouge claire étalée avec orgueil. Ce savant croyait qu'à l'auberge on lui demandait des prix exagérés de toutes choses, et il ne payait pas la moindre bagatelle sans en chercher le prix dans le voyage d'une madame Stark, qui est arrivée à une 20e édition parce qu'il indique à l'anglais prudent le prix d'un dindon, d'une pomme, d'un verre de lait, etc. Le savant, à la crinière rouge, le soir même du jour où Fabrice fit cette promenade forcée, devint furieux à son auberge et sortit de sa poche de petits pistolets pour se venger du camériereux qui lui demandait 2 sous d'une pêche médiocre. On l'arrêta, car porter de petits pistolets est un grand crime. Comme ce savant irascible était long et maigre, le comte eut l'idée, le lendemain matin, de le faire passer aux yeux du prince pour le téméraire qui, ayant prétendu enlever la Fausta au comte M, avait été mystifié. Le port des pistolets de poche est puni de 3 ans de galère à Parme, mais cette peine n'est jamais appliquée. Après 15 jours de prison, pendant lesquels le savant n'avait vu qu'un avocat qui lui avait fait une peur horrible des lois atroces dirigées par la pusillanimité des gens au pouvoir contre les porteurs d'armes cachées, un autre avocat visita la prison et lui raconta la promenade infligée par le comte M à un rival qui était resté inconnu. La police ne veut pas avouer au prince qu'elle n'a pu savoir quel est ce rival. Avouez que vous vouliez plaire à la Fausta, que 50 brigands vous ont enlevé comme vous chantiez sous sa fenêtre, que pendant 1 heure on vous a promené en chaise à porteur sans vous adresser autre chose que des honnêtetés. Cet aveu n'a rien d'humiliant, on ne vous demande qu'un mot. Aussitôt après, quand le prononçant vous aurez tiré la police d'embarras, elle vous embarque sur une chaise de poste et vous conduit à la frontière où l'on vous souhaite le bonsoir. Le savant résista pendant 1 mois. 2 ou 3 fois, le prince fut sur le point de le faire amener au ministère de l'Intérieur et de se trouver présent à l'interrogatoire. Mais enfin, il n'y songeait plus quand l'historien, ennuyé, se détermina à tout avouer et fut conduit à la frontière. Le prince resta convaincu que le rival du comte M avait une forêt de cheveux rouges. 3 jours après la promenade, comme Fabrice, qui se cachait à Bologne, organisait avec le fidèle Ludovic les moyens de trouver le comte M, il apprit que, lui aussi, se cachait dans un village de la montagne sur la route de Florence. Le comte n'avait que 3 de ses bullies avec lui. Le lendemain, au moment où il rentrait de la promenade,
il fut enlevé par 8 hommes masqués qui se donnèrent à lui pour des sbires de Parme. On le conduisit, après lui avoir bandé les yeux, dans une auberge 2 lieues plus avant dans la montagne, où il trouva tous les égards possibles et un souper fort abondant. On lui servit les meilleurs vins d'Italie et d'Espagne. « Suis-je donc prisonnier d'État ?» dit le comte. « Pas le moins du monde, » lui répondit fort poliment Ludovic masqué. « Vous avez offensé un simple particulier en vous chargeant de le faire promener en chaise à porteur. Demain matin, il veut se battre en duel avec vous. Si vous le tuez, vous trouverez 2 bons chevaux, de l'argent et des relais préparés sur la route de Gênes. »« Quel est le nom du fier à bras ?» dit le comte irrité. « Il se nomme Bombas. Vous aurez le choix des armes et de bons témoins, bien loyaux. Mais il faut que l'un des 2 meure. »« C'est donc un assassinat ?» dit le comte M, effrayé. « À Dieu ne plaise. C'est tout simplement un duel à mort avec le jeune homme que vous avez promené dans les rues de Parme au milieu de la nuit et qui resterait déshonoré si vous restiez en vie. L'un de vous 2 est de trop sur la terre. Ainsi, tâchez de le tuer. Vous aurez des épées, des pistolets, des sabres, toutes les armes qu'on a pu se procurer en quelques heures, car il a fallu se presser. La police de Bologne est fort diligente, comme vous pouvez le savoir. Et il ne faut pas qu'elle empêche ce duel, nécessaire à l'honneur de ce jeune homme dont vous vous êtes moqué. Mais si ce jeune homme est un prince, c'est un simple particulier comme vous, et même beaucoup moins riche que vous. Mais il veut se battre à mort, et il vous forcera à vous battre, je vous en avertis. « Je ne crains rien au monde, » s'écria M. « C'est ce que votre adversaire désire avec le plus de passion, » répliqua Ludovic. « Demain, de grand matin, préparez-vous à défendre votre vie. Elle sera attaquée par un homme qui a raison d'être fort en colère et qui ne vous ménagera pas. Je vous répète que vous aurez le choix des armes. Et faites votre testament. » Vers les 6 heures du matin, le lendemain, on servit à déjeuner au comte M. Puis on ouvrit une porte de la chambre où il était gardé, et on l'engagea à passer dans la cour d'une auberge de campagne. Cette cour était environnée de haies et de murs assez hauts, et les portes en étaient soigneusement fermées. Dans un angle, sur une table de laquelle on invita le comte M à s'approcher, il trouva quelques bouteilles de vin et d'eau-de-vie, 2 pistolets, 2 épées, 2 sabres, du papier et de l'encre. Une vingtaine de paysans étaient aux fenêtres de l'auberge qui donnait sur la cour. Le comte implora leur pitié. « On veut m'assassiner !» s'écriait-il. « Sauvez-moi la vie !»« Vous vous trompez !»« Ou vous voulez tromper !» lui cria Fabrice, qui était à l'angle opposé de la cour, à côté d'une table chargée d'armes. Il avait mis habit bas, et sa figure était cachée par un de ces masques en fil de fer qu'on trouve dans les salles d'armes. « Je vous engage, » ajouta Fabrice, « à prendre le masque en fil de fer qui est près de vous. Ensuite, avancez vers moi avec une épée ou des pistolets. Comme on vous l'a dit hier soir, vous avez le choix des armes. » Le comte M élevait des difficultés sans nombre et semblait fort contrarié de se battre. Fabrice, de son côté, redoutait l'arrivée de la police, quoique l'on fût dans la montagne à 5 grandes lieues de Bologne. Il finit par adresser à son rival les injures les plus atroces. Enfin, il eut le bonheur de mettre en colère le comte M, qui saisit une épée et marcha sur Fabrice. Le combat s'engagea assez mollement. Après quelques minutes, il fut interrompu par un grand bruit. Notre héros avait bien senti qu'il se jetait dans une action qui, pendant toute sa vie, pourrait être pour lui un sujet de reproche, ou du moins d'imputation calomnieuse. Il avait expédié Ludovic dans la campagne pour lui recruter des témoins. Ludovic donna de l'argent à des étrangers qui travaillaient dans un bois voisin. Ils accoururent en poussant des cris, pensant qu'il s'agissait de tuer un ennemi de l'homme qui payait. Arrivés à l'auberge, Ludovic les pria de regarder de tous leurs yeux et de voir si l'un de ces 2 jeunes gens qui se battaient agissait en traître et prenait sur l'autre des avantages illicites.
Le combat, un instant interrompu par les cris de mort des paysans, tardait à recommencer. Fabrice insulta de nouveau la fatuité du comte. « Monsieur le comte, lui criait-il, quand on est insolent, il faut être brave. Je sens que la condition est dure pour vous. Vous aimez mieux payer des gens qui sont braves. » Le comte, de nouveau piqué, se mit à lui crier qu'il avait longtemps fréquenté la salle d'armes du fameux Baptistin à Naples, et qu'il allait châtier son insolence. La colère du comte M ayant enfin reparu, il se battit avec assez de fermeté, ce qui n'empêcha point Fabrice de lui donner un fort beau coup d'épée dans la poitrine, qui le retint au lit plusieurs mois. Ludovic, en donnant les premiers soins au blessé, lui dit à l'oreille : « Si vous dénoncez ce duel à la police, je vous ferai poignarder dans votre lit. » Fabrice se sauva dans Florence. Comme il s'était tenu caché à Bologne, ce fut à Florence seulement qu'il reçut toutes les lettres de reproche de la duchesse. Elle ne pouvait lui pardonner d'être venu à son concert et de ne pas avoir cherché à lui parler. Fabrice fut ravi des lettres du comte Mosca. Elles respiraient une franche amitié et les sentiments les plus nobles. Il devina que le comte avait écrit à Bologne de façon à écarter les soupçons qui pouvaient peser sur lui relativement au duel. La police fut d'une justice parfaite. Elle constata que 2 étrangers, dont l'un seulement, le blessé, était connu, le comte M, s'étaient battus à l'épée, devant plus de 30 paysans, au milieu desquels se trouvait vers la fin du combat le curé du village qui avait fait de vains efforts pour séparer les duellistes. Comme le nom de Joseph Bossy n'avait point été prononcé, moins de 2 mois après, Fabrice osa revenir à Bologne, plus convaincu que jamais que sa destinée le condamnait à ne jamais connaître la partie noble et intellectuelle de l'amour. C'est ce qu'il se donna le plaisir d'expliquer fort au long à la duchesse. Il était bien las de sa vie solitaire et désirait passionnément alors retrouver les charmantes soirées qu'il passait entre le comte et sa tante. Il n'avait pas revu, depuis eux, les douceurs de la bonne compagnie. « Je me suis tant ennuyé à propos de l'amour que je voulais me donner et de la Fausta, » écrivait-il à la duchesse, « que maintenant, son caprice me fût-il encore favorable, je ne ferais pas 20 lieues pour aller la sommer de sa parole. Ainsi, ne crains pas, comme tu me le dis, que j'aille jusqu'à Paris où je vois qu'elle débute avec un succès fou. Je ferai toutes les lieues possibles pour passer une soirée avec toi et avec ce comte si bon pour ses amis.